Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Alors simplement quelques consignes bien coupées, vos micros pour une meilleure écoute de chacun. Et puis vous pourrez poser vos questions et vos remarques dans le chat de discussion. On vous y répondra bien sûr en cours et à la fin. On va prendre juste quelques minutes pour le temps qu'on laisse pour se connecter. Ce que je vous propose en tout cas dans cette petite minute d'attente, c'est de bien indiquer votre activité et surtout ce que vous produisez. Alors pourquoi? Parce que c'est très important pour nous de donner des exemples qui vous concernent vous dans votre élevage. Alors, avant de commencer, on va se présenter. Je suis Mélanie Villebout, directrice du marché de l'agriculture et de la viticulture à la Banque Populaire Grand Ouest. J'animerai ce webinaire et puis à mes côtés des experts afin de vous donner des astuces et des solutions innovantes rien que pour vous. Alors, Sylvie. Bonjour Mélanie, donc je suis Sylvie Faisan, déléguée commerciale au Crédit Bail Mobilier au sein de la Banque Populaire Grand Ouest. Oui, donc bonjour Mélanie, je suis Gilda Chotard, délégué commercial également en Crédit Bail Mobilier à la Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour Mélanie, Luc Mongelin, donc responsable service études au Cerfrance Brocéliande. Et puis nous avons Valentine de Mimosa qui interviendra tout à l'heure en fin de webinaire. Alors, l'objectif de cette conférence, de ce temps qu'on se donne ensemble aujourd'hui, c'est en fait de vous parler, vous, en tant qu'agriculteur éleveur. Donc, vous portez un projet d'investissement, en fait, afin d'améliorer votre performance technique dans votre élevage. Et nous, donc ce webinaire, on l'a pensé vraiment pour vous. Et on va vous présenter plusieurs astuces, des clés, en fait, pour vous aider à bâtir votre projet et savoir le pitcher auprès des partenaires. Alors, je vous propose, donc, on a 30 minutes pour passer ensemble chrono avec 3 grands temps forts. Le premier, donc avec nos experts Sylvie et Gildas qui vont intervenir, c'est avez-vous, vous, en tant qu'agriculteur, pensé au crédit bail? Ça peut être vraiment un allié pour vos investissements, vos projets, et donc nos experts vous démystifieront le crédit bail. Un deuxième temps, vous aurez ensuite avec Luc qui vient de se présenter du CER France Brocéliande. En fait, vous, en tant qu'agriculteur, votre stratégie est désormais bien définie. Il vous aidera, il vous guidera pour présenter votre projet à l'ensemble de vos partenaires. Et puis, un troisième temps, on essaiera enfin de se projeter. Votre projet, vous, a vu le jour et donc, et comment le mettre à l'honneur. Si on vous donnait des solutions innovantes pour le mettre en lumière, mettre en lumière le fruit de votre travail. Et donc, Valentine Gut de Mimosa vous apportera un éclairage, en tout cas, vous dévoilera tout sur le financement participatif. Allez, c'est parti. Donc, Sylvie, Gildas, vous êtes présentée tout à l'heure. Vous êtes déléguée commerciaux chez Grand Ouest Crédit Bail, en charge du crédit bail mobilier. Oui, c'est exact, Mélanie. Donc, nous intervenons sur tout le territoire de la Banque Populaire Grand Ouest. Et nous venons donc en soutien des agences Banque Populaire pour la mise en place des financements en crédit bail chez nos clients. Ok, alors pour celles et ceux qui nous écoutent, les agriculteurs qui sont connectés et qui ne connaissent pas le crédit bail, en fait, vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Alors bien sûr, donc le crédit bail, c'est une solution de financement, bien d'équipement, qui se fait sous forme d'un contrat de location et sur une durée déterminée à l'avance. Pendant toute la durée de ce contrat, le client locataire paye des échéances et à l'issue de ce contrat, il peut racheter le bien et en devenir propriétaire pour une valeur de rachat qui est connue à l'avance et qui est généralement entre 1 et 5%. Alors, dans le domaine agricole, en fait, Gilda, est-ce que tu peux nous dire quel type de matériel on peut financer en fait en crédit bail quand on est agriculteur? Oui, donc dans le secteur agroéquipement, nous avons répertorié 21 familles de produits éligibles au crédit bail. Cela va, par exemple, sur la typologie des matériels comme des tracteurs, des matériels de récolte, des matériels de laiterie, matériel également de manutention, de distribution des aliments. Donc, ce qu'il est important aussi de préciser, c'est que c'est notre client qui est libre de choisir son matériel, qu'il soit neuf ou d'occasion, récente. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est que notre client choisit lui-même le fournisseur avec lequel il souhaite travailler. Donc, autre précision, plus nous sommes sur des marques premium, plus nous pouvons allonger la durée. À titre d'exemple, on peut financer un tracteur agricole de marque Fendt ou John Deere sur une durée de 9 ans.
des robots de traite de la marque Lely de Laval sur 10 ans, et également des moissonneuses-batteuses de la marque Claas, New Holland, sur 9 ans. Très bien, merci. Le crédit bail, en fait, c'est une solution intéressante au financement en prêt classique. En fait, on aimerait bien connaître, en fait, balayer les avantages à intervenir sur le crédit bail pour nos agriculteurs. Alors oui, Mélanie, c'est une bonne question. Donc, le crédit bail, c'est une alternative qui est différenciante du crédit classique. Alors, on dit souvent que le crédit classique est là pour financer le foncier, les rachats de parts, les rachats de titres. Le crédit bail, on finance du matériel. Alors, le premier avantage pour l'agriculteur, c'est de préserver sa trésorerie. Alors, comme nous l'a expliqué Gilda, donc, nous achetons le matériel, le client choisit le matériel qu'il souhaite, son fournisseur de son choix, et nous achetons le matériel pour son compte. Donc, nous payons la facture auprès du fournisseur et nous allons la quitter avec la TVA. Donc, c'est un financement qui couvre 100% du financement en TTC. Il n'y a pas d'avance de TVA. Vous préservez votre trésorerie. Le deuxième avantage, il est plus fiscal. Donc, les loyers du contrat, ils s'inscrivent dans le compte de résultat au poste autres achats et charges externes et donc sont donc déductibles du résultat d'exploitation et des cotisations MSA. Imaginez que dans le cadre d'un investissement, vous ayez une reprise de négocier avec votre fournisseur. Nous pouvons mettre le montant de cette reprise en premier loyer majoré pour gommer l'effet de la plus-value qui serait liée à cette reprise. Alors, tout ça, bien entendu, dans la limite de la réglementation fiscale. Alors, le troisième avantage, c'est la souplesse du produit, parce que on peut adapter les loyers à l'activité. Alors, aujourd'hui, les mentalités, on le sait, elles changent. Les agriculteurs, ils raisonnent en coût à l'unité, en coût à l'heure, en coût à l'hectare, et en adaptant les loyers à la saisonnalité, alors en jouant sur l'apport, la durée, la valeur de résiduel, il est tout à fait possible de personnaliser le contrat de crédit bail et ainsi permettre de mieux coller aux contraintes de nos clients. Alors, je propose d'illustrer ces avantages, Mélanie, par des exemples. Alors, le premier exemple que l'on peut voir, c'est le financement donc de 2 robots de traite avec une reprise à hauteur de 40 000 €. Donc, on est parti, on a fait un petit comparatif, crédit bail et crédit amortissable. Donc, en crédit bail sur 10 ans, si on mettait un premier loyer majoré à hauteur de cette reprise, on viendrait bien entendu diminuer les loyers suivants et on verra qu'on est un petit peu moins cher en crédit classique. Donc, on a la possibilité du coup d'avoir en enregistrement de loyer, le premier loyer majoré plus les loyers suivants et on voit tout de suite l'impact fiscal que ça peut avoir en comptabilisation des loyers et du résultat du produit exceptionnel. À contrario du crédit classique où là, on va passer des amortissements. Alors, pour l'exemple, on a pris les amortissements sur 10 ans et on voit que forcément, on peut jouer un petit peu moins sur les amortissements qu'en crédit bail, d'où l'impact fiscal plus important en crédit bail dans ce cas-là. Dans le deuxième exemple, on est parti sur un exemple, là, c'est plus pour montrer la souplesse du produit au niveau d'un tracteur agricole, d'une marque premium. On a poussé la durée à 9 ans. On a choisi des annuités et on a choisi donc de payer en une seule fois. Et on a choisi aussi de raisonner terme échu, donc une fois la période écoulée. Et on a monté un petit peu la valeur résiduelle. Et en faisant ça, en jouant sur ces critères, comme j'expliquais tout à l'heure, on s'aperçoit qu'on peut avoir des loyers qui seraient nettement en dessous qu'un crédit amortissable. Et le troisième exemple, c'est que voilà, on montre qu'on peut accompagner l'évolution des technologies puisque on adapte notre politique de risque et de matériel en fonction de l'évolution technologique des produits. Merci beaucoup Sylvie. Alors, compte tenu de la période actuelle des taux bas, on le sait, on est vraiment dans une période actuelle de taux bas. N'est-il pas plus en fait avantageux quand même de financer des matériels par un prêt classique plutôt qu'en crédit bail? Gildas? Donc, pour la Banque Populaire, le fait de choisir la formule crédit bail, en fait, ça double la capacité de vous accompagner dans vos projets d'investissement. Donc, en effet, le risque est mieux maîtrisé et l'accompagnement de nos clients plus facile. Nous avons comme garantie la propriété du matériel jusqu'à la levée de l'option d'achat par notre client. Donc voilà, et en ce qui concerne les taux bas, Mélanie, quand la Banque Populaire propose des financements à ses clients, elle a recours au même coût de refinancement, que ce soit du crédit classique ou du crédit bail. Ce qui veut dire que quand les taux sont bas en crédit classique, les loyers sont tout aussi bas en crédit bail. Et d'ailleurs, j'en profite aussi à l'occasion pour souligner que nous avons actuellement mis en place une tarification promotionnelle spéciale agri. Donc, pour en connaître les modalités, vous avez la possibilité de vous rapprocher directement de vos conseillers Banque Populaire. Alors,
concrètement, aujourd'hui, si on est agriculteur, on veut financer un matériel en crédit bail, on fait comment? Comment ça se passe? Alors c'est simple, hein, Mélanie. Aujourd'hui, notre client s'adresse au conseiller de la Team Agri Banque Populaire en charge de son secteur, qui déterminera avec lui toutes les modalités d'intervention. Alors pour notre part, nous sommes une équipe de 4 délégués commerciaux et 4 assistantes. Nous accompagnons ces conseillers sur tout le territoire de la Banque Populaire Grand Ouest, Bretagne, Normandie et Pays de Loire. Merci Sylvie, merci Gildas. On a découvert les solutions de financement adaptables et personnalisables à chacun de vos projets, un vrai atout pour lors de la mise en œuvre de vos projets. Eh bien, nous allons passer à notre deuxième temps fort et ensuite, donc, une fois vous, agriculteurs, votre projet bien défini, Luc Mangelin du CER France, comment on le pitch en quelques grandes clés? Alors j'ai peut-être une première question. Avant de se lancer, en fait, quels éléments faut-il prendre en compte, Luc, quand on est agriculteur et quand on a besoin de pitcher un projet? Merci Mélanie. Donc, effectivement, pitcher son projet, c'est d'abord pitcher son entreprise. Je vais m'appuyer sur l'exemple de la production laitière. Et donc, il faut effectivement savoir être en capacité de situer son entreprise dans le contexte, dans la filière dans laquelle elle se trouve et en fonction des évolutions de cette filière. Donc, prenons sur l'exemple de la production laitière. Donc, on a bien une évolution des structures sur les dernières années qui sont présentées ici, avec des évolutions fortes en termes de productivité, de volume vendu et effectivement d'évolution de détail. Quelques chiffres, plus 28% en 5 ans de litrage vendu, plus 16% sur les SAU et une évolution de la productivité par UTH de 224 500 en 2012 à 322 000 en 2021. Donc, il faut être en capacité de se situer par rapport à ça. Et signalons également que, en même temps que l'augmentation de la productivité, il y a aussi une augmentation des besoins d'investissement puisque le capital d'exploitation progresse lui aussi de manière importante. Alors, il faut aussi savoir se situer par rapport à la situation financière de son entreprise. Le banquier va bien évidemment regarder la situation bilancielle de son entreprise et se situer en fonction du taux d'endettement, de l'annuité, des trésoreries, avec la nécessité de pouvoir se projeter et donc de pouvoir projeter à terme l'évolution de sa situation financière une fois le projet lancé, on va dire. Et puis, il faut aussi intégrer l'évolution de la conjoncture et de la valorisation des produits. Et donc, effectivement, ça peut être la valorisation pour ce qui concerne le lait sur la base de l'évolution des conjonctures, prix A, prix B, mais il faut aussi prendre en compte les appros, donc engrais, les intrants, les aliments et l'énergie qui sont en forte évolution sur la dernière période. Et donc, il va falloir démontrer également qu'on est en capacité d'absorber ces à-coups de trésorerie. Enfin, la situation pourra être résumée au travers d'un critère que l'on met en avant dans notre analyse, qui est le critère du coût de revient. On le voit ici, le coût de revient déterminé au niveau des exploitations laitières se situe à 388 € des 1000 litres, donc largement au-delà du prix de vente moyen du lait. Et donc, effectivement, il va falloir pour vous situer par rapport à ce critère-là, qui va démontrer effectivement votre capacité à résister et à poursuivre une activité rentable dans la filière dans laquelle vous êtes. Et donc, effectivement, voir qu'est-ce qu'on peut adapter pour optimiser ce coût de revient. Alors, Luc, j'ai une question. En partant de ces constats que vous venez de présenter, comment, moi, agriculteur, comment on cadre le projet très concrètement? Alors, le projet, il va s'inscrire dans une stratégie pour l'exploitation. Donc, on peut relever 3 types de stratégies. Une stratégie que je peux qualifier de technique. Il s'agit d'optimiser, de maîtriser ses coûts de production. Donc, on va être plutôt dans l'adaptation fonctionnelle de l'entreprise. Le deuxième type de projet, ça peut être un projet entrepreneurial, donc où on va avoir plutôt un objectif de développement de l'entreprise, de l'activité globale. Et enfin, un troisième type de projet qu'on peut trouver, c'est un projet de diversification dont l'objectif est d'améliorer la valeur ajoutée de sa production. Et donc là, ça veut dire qu'on va mettre en place une certaine diversification des activités et on va avoir
mesurer l'importance de la valorisation des produits par rapport au marché auquel il va s'adresser. Donc, ça veut dire que en fonction de cette stratégie, on va avoir des besoins qui vont être différents. Et donc, c'est ces besoins-là qu'il va falloir maîtriser, qu'il va falloir effectivement exposer aux partenaires financiers. Hein. Si on est dans la stratégie de l'optimisation, on va être plutôt dans le suivi de performance, dans la mise en place de tableaux de bord. Il s'agit de pouvoir apporter la preuve que on a la capacité à faire évoluer techniquement son entreprise, à optimiser donc l'ensemble de ses produits et de ses charges. Si on est dans la stratégie de développement, on va plutôt travailler sur des études économiques pluriannuelles et un suivi de tableau de bord pluriannuel, hein, donc qui va nous permettre de mettre en place un certain nombre d'indicateurs économiques et financiers que l'on va pouvoir présenter à notre partenaire dans le cadre de cette étude économique pluriannuelle qui va nous permettre de montrer, d'apporter la preuve qu'on a des compétences en termes d'organisation et en termes de management. Et puis, si on est dans la stratégie de diversification, eh bien là, il va falloir apporter effectivement la preuve, montrer qu'on est compétent dans d'autres domaines. Hein, donc, ça veut dire qu'on a travaillé notre étude de marché, on a un suivi qualité, on va plutôt suivre l'évolution de son chiffre d'affaires. Voilà, c'est d'autres indicateurs qu'il va falloir mettre en place. Alors, les indicateurs économiques, quels qu'ils sont, ils sont finalement assez classiques. Hein. On a une analyse technico-économique dans un premier temps. Hein, donc, activité par activité, on va y calculer les niveaux de marge brute que l'on espère atteindre. Une notion de rentabilité globale, hein, où on va nous intéresser à deux critères essentiels. Le critère de l'EBE qui va permettre d'assurer les équilibres financiers ensuite, et le critère du résultat qui va nous permettre de définir le niveau de rentabilité globale de l'entreprise. Donc, si on revient sur l'EBE, hein, donc l'EBE va nous permettre d'équilibrer l'entreprise financièrement au travers de la fixation des engagements financiers qui seront présents au niveau du projet, donc jusqu'à ce qu'on entre en rythme de croisière. Et puis, on a bien évidemment des besoins privés qu'il faut satisfaire également. Et puis, il nous faut garder une petite poire pour la soif pour des investissements complémentaires. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces aspects-là qu'il faut travailler au niveau des indicateurs économiques. Sur la partie analyse technico-économique, on va chercher des indicateurs plus techniques, hein, de valorisation, de niveau de production, le prix du lait, le litrage par vache, par exemple. On va aussi travailler sur des indicateurs techniques d'alimentation, hein, donc les coûts de concentré, les coûts fourragés, et puis des indicateurs de conduite de cheptel, hein, donc le pourcentage de réforme, le coût veto, repro, etc., que l'on va vouloir suivre au fur et à mesure du plan du projet. En termes de rentabilité globale, donc on va reprendre effectivement ces critères qui ont été présentés tout à l'heure. Hein. Alors ici, des exemples chiffrés en production laitière avec des résultats moyens, des quarts plus efficaces, où on a des niveaux de BE auxquels on peut se situer en début de projet et montrer l'évolution de l'EBE en cours de projet et dans la situation finale, hein, en cours de croisière. Et donc, c'est la cohérence d'ensemble par rapport à une situation moyenne qui va intéresser, je pense, le partenaire financier que vous êtes, Mélanie, hein, qui va nous permettre de montrer que ce dossier, ce projet d'entreprise, eh bien, finalement, il est cohérent par rapport à ce qu'on peut observer sur le terrain. Et au-delà de l'EBE, donc on va pouvoir effectivement travailler sur un revenu disponible, hein, donc mesurer le niveau de revenu disponible qui va permettre à l'agriculteur de pouvoir finalement prélever ou réinvestir ultérieurement dans son entreprise. Et donc, on voit ici qu'entre la moyenne et le quart le plus efficace, il y a bien évidemment des différences. Hein. Et donc, là où on va se situer, va nous définir une plus ou moins grande confiance dans le projet, évidemment. Voilà. Et puis, on peut terminer également par le point d'équilibre global qui va nous permettre de suivre plus précisément la trésorerie, parce qu'on sait que dans les phases de transition, la trésorerie, il faut la regarder de très près. Et donc, effectivement, c'est souvent le critère du point d'équilibre global qui nous permet de suivre ça en prenant des points, des différents points qui sont pertinents à suivre.
Au global, je dirais un projet pour une exploitation. Bien évidemment, on a parlé beaucoup de l'entreprise, de son aspect technico-économique, de son aspect financier, de sa cohérence globale. Mais en réalité, il faut aussi que ce projet-là s'insère dans le contexte global du chef d'exploitation et de sa filière. C'est-à-dire que je pense que pour assurer la pérennité et la réussite d'un projet, il faut que ce soit en cohérence avec ses fournisseurs et surtout ses clients. Pour la production laitière, c'est la laiterie. Mais il faut aussi que ce soit cohérent avec le projet de vie de l'exploitant. Si effectivement le projet conduit à ce que on désorganise ou on met trop de pression sur le chef d'exploitation, eh bien, on peut avoir un risque d'échec sur le projet de vie. Et finalement, c'est l'essentiel pour lui, et donc il nous faut absolument s'assurer, en tout cas il faut qu'on s'assure que ce nouveau projet va être suffisamment en phase avec ce que souhaite l'exploitant au niveau de son projet de vie, c'est-à-dire par exemple le temps de travail qu'on regarde peut-être pas suffisamment, par exemple la cohérence de vue entre les différents associés dans une structure sociétaire. Merci Luc, c'est pour cet éclairage extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Valentine Gut nous rejoint. Valentine, il ne resterait pas, j'ai une question à vous poser en quelques instants, est-ce qu'il ne resterait pas encore un levier pour nos agriculteurs qui nous écoutent et qu'ils pourraient utiliser ? Oui, bonjour à tous. En effet, merci à tous ces experts d'avoir mis en valeur les différents moyens de financer son projet et aussi de le monter, de pouvoir le pitcher le mieux possible. Nous, Mimosa, nous sommes aussi un moyen assez innovant et tout à fait nouveau pour aussi mettre en avant votre projet et finalement le faire financer tout en le développant sa notoriété et sa visibilité. Concrètement, en fait, nous aujourd'hui, on est une plateforme, Mimosa est une plateforme leader en Europe sur les thématiques agricoles et alimentaires. Et plus qu'une alternative à la finance traditionnelle, en fait, on est une plateforme d'échange, de solidarité entre les membres de notre communauté. Donc la mission de Mimosa, c'est vraiment de permettre à vous, agriculteurs ou entrepreneurs, de pouvoir vous faire financer à travers des citoyens et des entreprises qui prennent part à votre projet et qui viennent on vient recréer un lien entre le monde agricole et le reste de la société pour ensemble accélérer la transition en finançant votre projet. Merci Valentine. Et concrètement, qu'est-ce que le financement participatif ? Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus de détails ? Oui, bien sûr. Donc le principe est assez simple. Vous cherchez un financement aujourd'hui pour venir financer votre projet, qui soit d'installation, le développement d'une activité, par exemple d'un atelier de transformation ou un projet de diversification, comme une unité de méthanisation ou tout autre. Et nous, on peut venir vous financer à travers 2 outils de financement qui sont le don avec contrepartie et le prêt rémunéré. Et du coup, derrière, en fait, on vient réaliser une page de collecte qu'on vient mettre en ligne sur notre site internet qui présente votre projet et votre besoin de financement. Et derrière, cette page est ensuite en fait mise en avant auprès de notre communauté de 350 000 citoyens engagés qui viennent soutenir financièrement votre projet. Donc derrière, on va vraiment diffuser la collecte à travers nos réseaux sociaux, notre newsletter, notre réseau de 2000 partenaires pour la rendre la plus visible possible et qu'un maximum de personnes, de citoyens et encore une fois d'entreprises puissent venir financer votre projet à travers cette page, cette collecte qu'on aura mise en ligne. Valentine, qu'est-ce que cela apporte en fait de réaliser une campagne de financement sur Mimosa ? Alors, déjà, forcément, bien évidemment, ça permet de financer votre projet. Aujourd'hui, on est en mesure de financer des projets entre 1 000 € et 3 millions d'euros, en sollicitant l'épargne de ces citoyens et sur une durée moyenne de 30 jours. Donc ça, c'est évidemment le premier levier et avantage intéressant. Donc, concrètement, c'est soit à travers une campagne en don, donc le citoyen vient financer et contribuer à votre projet en échange d'une contrepartie. Donc, ça va être un produit fini, une expérience à la ferme, ce genre de choses. Ou alors à travers donc le prêt rémunéré, où là, le citoyen est rémunéré à travers le taux d'intérêt que vous payez.
Donc, c'est le même principe que pour une banque, un emprunt bancaire. Vous contractez un prêt et vous remboursez capital et intérêt ensuite. Seulement, le taux d'intérêt est rémunérateur pour les investisseurs. La distinction, c'est qu'on est sans caution ni garantie, donc on est très facilement finançable en cofinancement bancaire et on est un outil vraiment de financement simple, 100% en ligne, et un outil de clé en main pour votre financement. Après, l'autre aspect très important du financement participatif, c'est bien évidemment de pouvoir vous apporter de la visibilité et de vraiment booster votre notoriété, en fédérant des ambassadeurs qui viennent vraiment développer votre clientèle et vous assurer derrière un levier, un vivier commercial sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour développer votre activité. Et c'est d'ailleurs 75% des projets qu'on a accompagnés qui déclarent avoir créé des débouchés commerciaux suite à leur collecte. C'est vraiment un effet important. Et puis ensuite, forcément, puisque vous venez solliciter des citoyens français, eh bien, il y a un ancrage sur votre projet, un ancrage dans le développement de votre territoire qui est fort en associant ces citoyens et qui permet aussi d'améliorer l'acceptabilité locale dans le cas de projets un petit peu plus controversés ou en tout cas, de vraiment tisser un lien fort avec les communautés. Alors peut-être pour terminer, Valentine, 2 exemples peut-être très concrets pour nos agriculteurs qui nous écoutent, si c'est possible, merci. Oui, bien sûr. Alors nous, on a bien évidemment, on finance énormément des projets liés à l'élevage. Aujourd'hui, on a en 3 ans financé plus de 35 projets, ce qui représente plus de 3 millions d'euros. Donc c'est vraiment une typologie de projet qu'on accompagne régulièrement. Ça a notamment été le cas avec la ferme de Céline, qui est une éleveuse de chèvres dans la Sarthe, qui transforme du lait pour le vendre en circuit court et qui a également en complément un élevage de volailles de chair. Et là, Céline a fait appel à Mimosa pour la reprise de l'exploitation voisine, qui était positionnée sur le même type d'activité. Donc, ça lui permettait vraiment de développer sa surface cultivable de culture céréalière et fourragère. Et grâce à cette reprise, Céline et son mari souhaitaient vraiment développer une activité supplémentaire qui était un atelier bovin-lait. Donc là, Mimosa et la Banque Populaire avons accompagné donc conjointement ce projet et Mimosa est venu prendre en fait en charge les investissements immatériels, dont les frais notamment de SAFER à hauteur de 38 000 euros et la trésorerie d'amorçage. Donc là, on est vraiment intervenu sur une première tranche de financement, puis on a été ressollicité 2 fois pour financer la construction du laboratoire de transformation, puis pour l'installation d'un distributeur automatique pour la vente de légumes et de fromages et yaourts en circuit court en direct. Donc au total, sur ce projet, par exemple, Mimosa est intervenu à hauteur de 200 000 euros. Pour couvrir du coup des investissements et de la trésorerie, tout en permettant concrètement en fait à 987 citoyens français de contribuer et donc ainsi de rendre visible le projet de Céline auprès de ces contributeurs-là et de développer et bien forcément ces débouchés commerciaux sur son territoire. On a eu un deuxième projet de Paul, par exemple, qui a une exploitation familiale reposant sur 2 activités, les cultures céréalières et l'élevage porcin de truies de naisseurs-engraisseurs. Et en 2019, l'exploitation a décidé de s'engager dans une démarche de conversion en agriculture biologique. Alors, tous nos agriculteurs ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Moins d'1 sur 2 est en bio. Mais nous, on est venu vraiment accompagner la transformation de cette exploitation. Donc concrètement, sur ce projet, presque 90% des travaux de transformation sont terminés au niveau de la ferme et l'ensemble des cultures ainsi que de l'élevage sont entièrement labellisés agriculture biologique et les débouchés sont plutôt dans des réseaux de Biocoop et d'AMAP local. Donc là, suite à leur changement de modèle de production, il y a eu des dépenses exceptionnelles qui ont eu lieu et on est venu financer 6 mois en fait d'alimentation pour les porcs à hauteur de 70 000 euros.
Voilà, donc pour juste les aider sur ces projets de transition. Et où là, 263 personnes, contributeurs, sont venus aider à la réussite de ce projet. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer votre projet, le financer en cofinancement ou bien et tout en permettant véritablement de booster la visibilité de votre projet à travers votre page de collecte et en sollicitant l'épargne des citoyens et des entreprises françaises. Merci beaucoup Valentine de Mimosa. Notre webinaire touche désormais à sa fin. Nous avons eu quelques questions, on a pu répondre dans le chat directement. On continuera à tout répondre dans le fil de discussion. En tout cas, nous arrivons vraiment au terme de ce webinaire. Nous avons pris plaisir à vous partager avec les intervenants que je remercie pour avoir participé et nous espérons qu'il vous a été utile. C'était le but en tout cas. Je vous souhaite au nom de tous une très belle journée et vous dis à très bientôt dans vos exploitations. Au revoir.